Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Quand tu te fais gaslighter et que t'es même pas au courant. Alors dans cette vidéo on va parler de ce qu'on appelle le gaslighting en anglais, qui est donc un terme utilisé pour mettre en avant une technique de manipulation ou une manière de manipuler les gens. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le gaslighting, que ça soit fait de manière consciente, donc délibérée, ou inconsciente, avec des intentions, j'ai envie de dire bienveillantes, mais est-ce que ça existe du gaslighting avec une intention bienveillante ou malveillante? En gros, peu importe les raisons, du pourquoi, du comment. Quand t'es sous le joug de gaslighting, ça crée pas mal de dommages sur la personne qui reçoit le gaslighting. Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement subtil. Okay, parce que dès qu'on dit le mot manipulation ou narcissique, etc., on voit tout de suite le côté un petit peu, tu sais, comme un peu arrivé avec des grands chevaux, et donc on se fait manipuler et tout, mais le but de la manipulation, c'est pas de se faire choper. Hein. Donc ça peut être extrêmement subtil, et d'autant plus avec des profils style passif-agressif, des gens un petit peu genre narcissiques, introvertis, vulnérables, ou des gens qui vont toujours jouer un petit peu la carte du timide, qui osent pas, etc. Là, ça devient encore plus subtil de détecter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est sous le joug du gaslighting, on va se sentir mal. Il y a un truc qui colle pas, et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On dit mais putain, je me sens mal. Il y a un truc qui va pas, et on n'arrive pas à décortiquer le truc, tu vois. Et je vais t'expliquer en te donnant un exemple concret d'un de mes clients. Alors, disons comme ça, j'en ai 13 à la douzaine. Laisse tomber, j'entends que ça tout le temps. Et ce qui est hyper puissant, c'est la chose suivante. Alors je le dis maintenant parce que ça passe dans ma tête là. C'est que une personne, t'imagines une scène entre, je sais pas, un homme et une femme, bref, et on va dire la femme se fait gaslighter. Ok, mais imagine que toi tu es une petite souris et tu observes la scène donc ponctuellement, à l'instant T. Eh ben, tu dirais que la femme, avec sa réaction qu'elle va avoir, tu vois, je vais te donner un exemple tout à l'heure. Donc dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, si tu es extérieur à la scène, c'est-à-dire que t'as pas le contexte, t'as pas tout l'historique de ces deux personnes avant en termes de dynamique relationnelle, t'arrives, tu dis, la femme en l'occurrence ici dans l'exemple, ou l'homme, peu importe, on s'en fout en fait, mais dans mon exemple c'est la femme, c'est elle la fautive. Et l'homme dans l'exemple, c'est lui la victime, alors qu'en fait les rôles sont complètement inversés. Alors déjà commençons par une explication, c'est quoi le gaslighting ? C'est quand quelqu'un essaye de te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, imagine que, tu prends deux enfants, et t'as un enfant, donc il a son jouet préféré, on va dire, je sais pas moi, Sangoku, et puis il y a un autre enfant qui veut dire que c'est pas son jouet, et donc du coup que l'enfant A a volé Sangoku. Et donc l'enfant B, il va insister, en disant à l'enfant A que c'est pas son jouet, qu'il a volé, que tatata, et même si l'enfant A sait que c'est pas vrai, avec la répétition, et donc les charges émotionnelles qui vont être mises dessus, etc., et la répétition en fait de ce mensonge, ça va amener peut-être l'enfant A à douter de sa propre réalité, c'est-à-dire à dire peut-être que c'est vrai qu'en fait je l'ai volé, peut-être que c'est vrai que c'est pas à moi, alors que dans les faits c'est à lui. Le gaslighting, c'est aussi être victime d'une situation, et en plus d'être accusé, d'être l'inquisiteur ou d'être blâmé, d'être dans cette posture-là. Je te donne un exemple tout bête. Imagine toi et moi en train de parler, tu me saoules, on va dire ça comme ça. Du coup, je te mets une claque dans ta gueule. Forcément, à mon avis, tu vas pas dire tiens, tu m'en mets une deuxième. Tu vas dire mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais ça ? C'est un manque de respect, etc. Et là, je te dis mais t'es toujours en train de te plaindre en fait, quoi. C'est incroyable, quoi. T'es jamais content. En fait, c'est moi qui te mets une claque gratos. Forcément, t'aimes pas ça, c'est logique. Et je vais venir te blâmer que tu te plains de ne pas aimer ça. C'est-à-dire que toute la responsabilité est rejetée sur toi. Alors que dans les faits, c'est moi qui ai complètement pété un câble. C'est moi qui t'ai mis une claque gratos, juste parce que moi t'as peut-être dit un truc qui m'a dérangé. Et je vais prendre aucune responsabilité. Je ne vais parler que de toi, mais je vais complètement me retirer de l'équation. Ça, c'est important de le comprendre. Alors évidemment, là, je te fais des exemples un petit peu bateaux, avec Sangoku le jouet, et puis là, la claque. Donc là, évidemment, quand on entend ça, on dit, oui, c'est évident. Ce qui est moins évident de voir, c'est quand c'est extrêmement subtil, répétitif, et dans une relation où les sentiments et les attentes amoureuses sont engagés. Comme on dit, l'amour rend aveugle.
faudrait changer ça par la puissance de l'ego mental te rend aveugle et teuteux. mais dans une relation amoureuse, c'est extrêmement difficile à voir. Alors maintenant, je vais te raconter un exemple, donc tiré d'un de mes coachings. Donc on va dire qu'il y a Marc, on va dire que c'est l'homme, et puis on va dire Marie, c'est la femme, ok? Donc d'abord, je vais te raconter l'histoire comme s'il était, je sais pas moi, un passant. Tiens voilà, un passant qui est dans la rue, puis qui voit Marc et Marie, avec l'exemple que j'ai donné, donc discuter, enfin bref, il va se passer ce qui va se passer. Puis après, je vais te raconter la même histoire, mais avec le contexte, puis avec l'historique en fait, et tu vas voir comment ça change toute la donne. Alors c'est un passant qui est dans la rue, voilà, il rentre dans sa voiture et puis il voit Marc et Marie sur le trottoir, et puis il voit que Marc discute avec Marie et que Marie, Marc tend des œufs à Marie et Marie explose, coup de colère. Et puis Marc dit avec toi on marche toujours sur des œufs, j'en ai marre, c'est toujours tout est un prétexte à une crise de colère, etc. Faut que tu travailles sur toi, quoi, en gros. Ok ? Donc ça c'est la version le passant qui comprend pas qui connaît pas du tout le couple, qui connaît pas le contexte, qui connaît rien, qui voit juste ça. Il se dit la meuf elle est folle, quoi. Maintenant, si je te raconte la même histoire, mais avec le contexte, c'est-à-dire avec le contenu du disque dur de Marie. Ces deux personnes qui ont vécu 10 ans ensemble, ils ont toujours mangé bio, exclusivement bio. Marc a des poules, il a des œufs, donc bio, quoi, il a ses poules, etc. Et puis Marc et Marie, donc même s'ils ont été ensemble, ne le sont plus, ou une relation un petit peu, un peu chelou, c'est un peu comme le truc flamme jumelle, quoi, on est ensemble mais on l'est pas, voilà. Et puis on travaille sur le même lieu de travail. Et puis le soir, Marc est invité donc chez Marie, donc là c'était sur le pas de la porte. Et puis du coup, Marie avait demandé si Marc pouvait lui ramener un œuf, quoi, tu vois. Et puis Marc effectivement rencontre Marie, alors arrive avec 40 minutes de retard déjà. Voilà, pour commencer. Ça, le passant ne le sait pas. Tout ce que je dis là, le passant, il ne le sait pas. Et donc, 40 minutes de retard. Donc déjà, la moutarde monte un petit peu au nez de Marie. Ce qui est un peu normal. Hein. Si t'attends quelqu'un pour bosser, pas en retard, préviens pas. Et la personne lui tend un pack de 12 œufs, premier prix, industriel. Alors que les deux, depuis 10 ans, se connaissent et ne mangent que bio. Ok ? Et du coup, arrive avec un grand sourire, on tient tes œufs, comme si de rien n'était. Et puis, donc du coup, là, on arrive au moment où le passant, il voit ça, il voit l'autre qui lui tend des œufs, et l'autre qui explose dans l'instant. Et donc, du coup, quand la cliente me raconte ça, elle me dit, je comprends pas, j'ai pété un câble, j'en peux plus, il y a un truc qui va pas, etc. Et je lui dis, c'est normal, tu viens de te faire gaslighter. Et elle me dit, comment ça ? Je lui dis, en fait, voici ce qui se passe. Donc lui, tu le connais depuis 10 ans, vous mangez exclusivement bio, donc il sait ce que tu aimes, et il sait ce que tu n'aimes pas, et il le sait pertinemment. Maintenant, comme c'est un profil un peu style narcissique, passif-agressif, un truc dans ce goût-là, on cherche pas la justesse du diagnostic, mais moi je connais l'historique de la relation, donc ouais, t'inquiète. C'est quelqu'un qui va faire la chose suivante. Quand Marie lui demande à Marc un œuf, tu sais, pour tout à l'heure, en fait, Marc n'a pas envie de ramener un œuf, ça le fait chier. Donc, étape 1, ça le fait chier, il n'a pas envie. Étape 2, il veut quand même travailler l'image de lui-même. Peut-être je suis quelqu'un qui rend service, je suis quand même une bonne personne et tout. Mais cette tension intérieure, je fais un truc que j'ai pas envie, il va falloir l'expulser quelque part, tu vois. Va falloir que ça tombe sur le museau de quelqu'un, et ça sera pas le sien. Donc, il va effectivement t'offrir des œufs. Mais, il va t'offrir exactement ce que t'aimes pas. Parce que c'est sa manière à lui, de manière très... en fait, c'est de la manipulation, quoi. C'est de la dévaluation. C'est de la diminution. C'est... je te crache à la gueule, mais sans te donner l'impression que je te crache à la gueule. C'est-à-dire que je vais t'offrir... En gros, t'es vegan, je vais te ramener un Big Mac de chez McDonald's, quoi, tu vois. Et quand la personne le fait, donc elle te tend les œufs, c'est comme si de rien n'était. C'est tiens, tes œufs que tu m'as demandé. Tu vois, en mode innocent, quoi. Et donc, tu as le côté, tu reçois tes œufs, certes, ok, donc une partie de l'objectif est accomplie, mais c'est des œufs exactement que tu mangerais pas, quoi, le truc industriel et tout, premier prix, tout, voilà, que jamais la personne préfère ne pas manger qu'en manger, tu vois, bref, et il le sait pertinemment.
Et il y a le sourire, il y a le côté normalité, quoi. Tu m'as demandé des jeux, je te ramène des jeux, comme si de rien n'était. Alors en fait, ce qu'il cache, c'est qu'il sait très bien que c'est pas ce qu'il faut faire, mais qu'il le fait très bien. Il le fait exprès, en fait. Et c'est sa manière, en fait, de t'envoyer un message qui consiste à te diminuer, parce que la personne me disait, mais je comprends pas, je me sens sali, je me sens diminué et tout. Je dis, bah oui, à juste titre, parce que la personne sait très bien ce qu'elle fait. Donc, elle t'offre effectivement des œufs, une partie de l'équation est, accomplie, bah, t'as demandé des œufs, on t'en apporte, mais on te file exactement la marque ou le type d'œuf qui est complètement pas ce que tu veux, donc à l'opposé de tes goûts et tes couleurs, avec un sourire ou un ton d'enfant innocent qui sait pas, qui sait plus, bref, qui a tout bien fait. Et donc là, il y a une sorte de contradiction, parce que tu sais que tu reçois ce que tu veux pas du tout, tu sais que la personne le sait, mais la personne affiche une attitude, je sais pas, de normalité. Tu vois, tu m'as demandé du pain, bah je t'ai acheté du pain américain bien dégueulasse avec 50 pesticides dedans, mais je sais que normalement tu prends chez la Biocop, quoi. Mais genre, c'est normal, quoi, tu vois. Là, la personne, elle va exploser, puisque c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Hein. En 10 ans, tu l'as vécu des centaines de fois, ce truc-là. Donc là, la personne, le volcan, il pète. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a maintenant le prétexte pour pouvoir expier. En fait, au départ, on lui demande des œufs, il a pas envie d'aller chercher, ça le fait chier, ou quelque chose dans ce goût-là. Il va quand même le faire pour travailler son image de lui-même. Il va t'offrir les œufs, qui est donc une attaque déguisée, de la violence cachée, qui te diminue. C'est sa première manière d'expulser sa tension intérieure, où lui, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire, mais il le fait quand même, pour travailler son image de lui-même. Et là, comme tu vas exploser, maintenant et c'est là, en gros, il vient de te mettre une claque dans ta tronche, dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Là, bah forcément, tu vas te plaindre que une claque, ça fait pas plaisir. Et là, tu vas te faire accuser de te plaindre. Donc là, c'est « Ah, mais t'exploses toujours, avec toi on marche sur des œufs, t'es jamais contente, je fais tout pour te plaire, et toi, ta. » En fait, il a créé la situation pour qu'elle explose, pour que derrière, il puisse lui expier cette tension intérieure, et en fait, t'en fous plein la gueule, alors que dans les faits, le gars, au départ, il avait qu'à dire « écoute, là, j'ai pas envie d'aller chercher des œufs, ou je suis pas à la maison, donc je peux pas t'en apporter un, ou... Et il va même lui dire « T'avais qu'à prendre tes responsabilités. » Et écoute bien ça, parce que c'est trop puissant. Dans tout le cheminement que je viens de te dire là. En fait, le gars, il crée la situation pour pouvoir expier son venin, en fait, en gros. Mais en t'expliquant que c'est ta faute à toi. Et là où c'est extrêmement puissant, et écoute bien, je t'invite à regarder dans ta relation runner-chaser ou les relations que tu as eues avant, si ça c'est vrai. Et parce que très souvent, il y a ce paramètre-là qui fait que ça marche. C'est-à-dire que ça marche encore plus. C'est-à-dire que, tu vois, dans l'exemple de tout à l'heure avec Sangoku, t'es sûr que c'est ton jouet, mais l'autre, il va tellement insister, te marteler, qu'effectivement, au bout d'un moment, tu peux basculer et te dire, est-ce que c'est pas moi qui ai halluciné, en fait? Est-ce que ça serait pas vraiment pas mon jouet? Mais quand il y a une partie de vérité dans l'accusation du manipulateur, là, c'est chose rendue. Parce que quand il lui dit, la prochaine fois, t'as qu'à prendre tes responsabilités, là, il a raison. Parce que, comme tu t'es mal organisé, du coup, t'avais besoin d'un œuf, ou de deux, mais t'as pas le temps d'aller les chercher. Donc entre guillemets, tu t'es mal organisé, t'as pas pris tes responsabilités. En soi, on est d'accord, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Mais c'est un petit bout de vérité. Si t'avais pris tes responsabilités, je serais pas obligé d'aller chercher tes œufs pour toi. Donc, un truc qui t'incombe, tu le fais pas. Donc t'as pas pris tes responsabilités, donc c'est à moi en gros de nettoyer ta merde, quoi. J'exagère un peu, je suis en mode très entraîneur, mais c'est un peu ça. Et ça va venir complètement s'immiscer dans l'esprit de Marie, parce que d'un côté, il a raison. Et c'est ça tout le game des manipulations, c'est qu'il y a toujours une partie de vrai. Et donc du coup, qu'elle soit à 2%, qu'elle soit à 10% ou à 50%, dès qu'il y a une partie de vrai dans la manipulation, là ça devient encore plus tendu. Pourquoi? Parce que Marie, profil, on va dire, chaser. Les profils chaser, ils sont en général empathiques. Ils sont dans la remise en question. Ils sont dans donner le bénéfice du doute. Ils sont dans... mon pneu est crevé, mais c'est pas grave, on va pouvoir le réparer, il y aura toujours moyen de moyenner, même si ça a pas l'air d'être moyennable, mais ça moyennera quand même, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que va faire Marie? Et qu'est-ce qu'a fait Marie les 10 dernières années avant? Elle va commencer à dire, en fait, il a raison. Il a raison peut-être sur un point, ouais, t'aurais peut-être pu prendre tes responsabilités, la prochaine fois tu pourras t'organiser mieux, mais bon, ça, c'est pas la fin du monde non plus, on a le droit de rendre des services aussi, tu vois. Tu vois, c'est pas un truc de fou. Sauf que là, Marie, elle pète un câble, elle va se mettre à penser qu'il a raison, sauf qu'elle, elle va pas juste regarder qu'il a peut-être raison effectivement sur le truc des responsabilités, mais bon, voilà. Elle va se remettre en cause, parce qu'elle sait qu'elle a explosé comme un volcan,
Donc elle va commencer à croire que c'est elle qui est folle, et donc que c'est elle qui débloque. Et d'un côté c'est vrai qu'elle débloque puisqu'elle pète un câble, mais en même temps ça a juste titre puisqu'elle s'est fait gaslighter. Et donc elle va voir qu'une partie de l'équation en fait. Et donc elle va commencer à se remettre en cause et à croire que c'est elle, finalement, qui est à la fois le bourreau et la victime finalement de tous ces événements-là, alors qu'en fait ça s'est fomenté à l'avance par la personne. Et là où c'est chaud, c'est que quand bien même une fois que le volcan a pété, la personne revient à son calme, ce qu'on remarque, c'est que dans ce genre de cas-là, et avec ce genre de personnes-là, on sera toujours dans l'impossibilité de parler du comportement de Marc. Marc ne te laissera pas parler de lui, ne te laissera pas... Enfin, tu pourras le faire tout seul dans ta tête, mais avec Marc face to face, ou même au téléphone ou par texto, tu n'arriveras pas à pouvoir parler du comportement de Marc, et tu n'arriveras pas à ce que Marc réenvisage peut-être que lui-même s'est trompé. Eux, c'est des bunkers. Et tu peux y aller, tu peux balancer tes grenades, tes bazookas, ce que tu veux, le mur il bouge pas. Et donc, parce que tu es face à de l'immobilisme, quelque chose de a priori incassable, qui va tout le temps protéger finalement son intériorité, tu vois, imagine, tu veux rentrer chez toi, t'as oublié les clés, mais imagine c'est une porte blindée. Tu vas peut-être mettre des coups d'épaule, mettre des coups de pied dedans, mais au bout d'un moment, quand tu vas commencer à comprendre que c'est ta jambe qui a mal et pas la porte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de croire que tu peux défoncer la porte, tu vois, puisqu'elle bouge pas. Donc tu vas commencer à changer de perception. Et le problème, c'est que si c'est dans le cas de la porte, c'est cool, t'appelles un serrurier, ça va, change de perception, mais pour quelque chose de positif, dans une relation comme ça toxique, le changement de perception, tu vas croire que c'est toi qui a un problème. Alors évidemment, t'as toujours des problèmes, on a tous des problèmes, mais là, tu vas croire que c'est toi l'initiateur des problèmes, c'est toi qui débloque, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est comme ça qu'on commence à perdre pied, qu'on commence à s'auto-victimiser, qu'on commence à rentrer en adaptation par rapport à l'agresseur, au bourreau. Et le problème, il est là. Il est que du coup, l'autre n'est pas catalogué dans ton esprit comme étant l'agresseur. C'est toi l'initiateur, donc le bourreau dans le triangle de Karpman, tu sais, bourreau, sauveur, victime. C'est toi l'initiateur du problème qui ne le voyait pas. Et merci à Marc, Marie se rend compte que c'est elle qui a un problème et qu'il faut travailler. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? Un petit syndrome de Stockholm, hein? Marie peut, et en plus, alors après ça dépend de ce qui va se dire, des profils psychologiques, mais c'est très, commun de se rendre compte que Marie, du coup, commence à s'accrocher encore plus à Marc, parce que grâce à Marc, elle a pu voir qu'elle avait un problème qui n'existait pas, et que grâce à lui, elle va pouvoir le travailler. Et voilà Marie sous l'emprise de Marc. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que dans le cerveau de Marie, Marc est donc son sauveur, et Marie est le bourreau. Et donc le bourreau va falloir qu'il travaille sur lui, parce que du coup, le chaser, etc., va avoir envie de s'améliorer, etc., etc., mais en fait, tu t'améliores sur des points que tu n'as pas travaillé. Et donc, ça, avec la répétition, alors évidemment, le gaslighting, c'est pas juste une fois du ponctuel comme ça, parce qu'on a tous plus ou moins fait ça à quelqu'un, ou on a tous plus ou moins vécu. Là, je parle de gaslighting dans le sens, t'es dans une relation toxique, c'est des comportements qui sont récurrents. Il y a plein de manières de gaslighter, il n'y a pas que ce que je viens de raconter là. Peut y avoir notamment avec le ghosting. Le ghosting est une forme de gaslighting, parce que si tu discutes avec quelqu'un, que ça se passe bien, etc., et que, je sais pas, par exemple, tu dis, voilà, ça se passe bien avec ta relation X, et puis t'as envie de passer à l'engagement, tu sais, à l'étape d'après, et que d'un coup, la personne, clac, elle part dans le silence, ou t'as posé une question que tu sais qui peut être un peu délicate, mais à un moment donné, voilà, faut bien parler des problèmes en relation, tu vois, et clac, la personne part dans le silence pendant une semaine. Ce que tu vas penser, c'est, je suis l'initiateur du problème, puisque j'ai posé une question qui a créé que l'autre, du coup, se vexe, ou l'a mal pris, donc c'est pour ça que j'ai pas de nouvelles pendant X temps. Puis après, quand la personne elle revient à la communication, elle revient à la fleur au fusil, comme si c'était rien passé. Et donc du coup, en fonction aussi de ce qui va se dire entre les deux, bref, comment les choses vont se tourner, tu peux te croire ici le bourreau, c'est-à-dire ma question était en fait une offense ou une attaque ou mal placée, enfin bref, en tout cas c'était pas quelque chose de bien à faire. Et c'est à cause de moi si l'autre est parti en silence. Alors que dans les faits, non, ta question dérange la personne parce que la personne n'a pas envie de te dire la vérité, parce que tu demandes de l'engagement, la personne ne veut pas s'engager, et la personne veut continuer à avoir le beurre et l'argent du beurre sans les kilos qui vont avec, mais qu'elle n'ose pas te le dire parce que c'est elle qui a un problème d'honnêteté, de vérité.
Et c'est donc comme ça que la personne qui, dans l'exemple, va poser sa question et l'autre part dans le silence, va commencer avec la répétition, pas juste une fois, à penser que finalement, c'est elle qui, je sais pas moi, parle de sujets qui sont déplacés, enfin qui fait pas bien les choses, quoi. Et comme elle fait pas bien les choses, c'est donc elle le bourreau, et donc du coup, va falloir arrêter d'avoir ce genre de comportement, puisque l'autre part dans le silence pendant 4 jours. Puis en plus, l'autre est vraiment une bonne personne, puisque elle revient la fleur au fusil en t'ayant pardonné. Mais en répétant finalement les mêmes erreurs. Mais donc du coup, tu vas à un moment donné reposer ta question. Ça va repartir en silence. Puis au bout d'un moment, avec la répétition, tu vas juste arrêter te poser tes questions. Donc tu vas commencer à t'adapter au rythme de l'autre. Tu vas dire, oula, ça c'est interminé, il faut pas que je pose des questions. Ah, là non plus. Donc là non plus. Du coup, je fais quoi? Écoute, c'est quand tu veux, où tu veux, dans la mesure que tu veux. Moi, je suis complètement disponible pour toi. Vas-y, fais de moi ce que tu veux. J'exagère un peu, mais c'est ça que ça va. En fait, c'est à ça que ça amène, ce genre de manipulation. Alors, par rapport au gaslighting, il y a encore un autre point hyper important qui est, on pourrait dire, il y a 2 types de raisonnements qui vont être faits. Les raisonnements autoproduits par la victime du gaslighting, et puis les raisonnements de la victime qui vont être induits par l'agresseur. Donc par exemple, si on prend ce deuxième cas-là, Marc, qui apporte les œufs donc à Marie, quand Marie va péter son câble, va clairement lui dire, t'es jamais content, toujours en train de te plaindre, tu m'as demandé des œufs, je t'en ai ramené, et puis toi t'es toujours en train de tes explosions de colère, là, il y en a marre, etc. Je fais tout pour te plaire, et à chaque fois c'est la même chose. Donc là, le mécontentement de Marc, donc l'agresseur, envers Marie, est clairement exprimé. Donc là, Marie, elle va surfer sur cette vague-là, puis son cerveau est commencé à tourner en boucle, elle va remettre en question sa réalité, etc. Et comme je dis tout à l'heure, elle risque, avec la répétition de ce genre de truc, de croire que c'est elle qui a le problème, qu'il faut qu'elle travaille sur elle, et que merci Marc de m'avoir montré ça. Donc Marc vient d'être étiqueté en tant que sauveur et elle en tant que bourreau. Mais là où c'est plus subtil, c'est quand ces raisonnements sont autoproduits par la victime parce qu'on est face à quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et ça, c'est hardcore. Ça, c'est hardcore parce que quand t'es face à un profil style introverti ou dit vulnérable, etc., en général, c'est pas des gens qui kiffent faire des pamphlets de communication. Et donc du coup, t'es face à une inconnue, face à une non-communication, face à beaucoup de points d'interrogation. Et comme le cerveau de l'être humain n'aime pas les zones d'ombre, les zones sans réponse, les chiens non manquants, ils supportent pas, du coup, il va falloir combler ces vides. Donc par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, on va dire Pierrot, en couple avec Jessica. Puis tout se passe bien, c'est dans la lune de miel, ça fait un mois et demi. Et puis du coup Pierrot il se dit c'est cool et tout, et puis il commence à soit proposer des activités qui vont être plus engageantes en termes de couple, soit carrément poser la question, bref. Mais peu importe en fait la thématique qu'il est en train de parler, c'est une thématique qui va déranger Jessica. Jessica, qui elle n'est pas dans l'honnêteté, qui est dans le mensonge, qui veut juste profiter de ce qu'elle veut quand elle veut, dans la mesure qu'elle veut, va pas oser dire la vérité, parce que dire la vérité, c'est prendre le risque que ça parte en sucette. Et donc du coup, il y a peut-être aussi des jeux de pouvoir, etc. de son côté, mais peu importe, du coup, elle va mentir, trahir, manipuler, ghoster, gaslighter, etc. pour continuer de profiter de ce qu'elle veut de cette relation, mais sans aller plus loin. Du coup, quand lui, Pierrot, il va commencer à parler de l'engagement, ou proposer des choses plus engageantes, l'autre part dans le silence, par exemple. On va dire, Jessica utilise ces techniques-là, pendant 5 jours. Pendant ce temps-là, au début, Pierrot, il réécrit le lendemain, le surlendemain, puis il comprend pas la bonne nouvelle, tu vois. Comme sur la photo, plein de points d'interrogation. Et du coup, là, Pierrot, il va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais il sait pas, puisque du coup, l'autre ne communique plus pendant 4 jours ou une semaine. Donc, il essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Tu crois qu'il va faire quoi, le Pierrot? Il va commencer à se demander si c'est pas lui qui a un problème. S'il aurait pas dit quelque chose qu'il aurait pas fait lui dire. S'il a pas été agressif ou offensant ou de quelque manière que ce soit, est-ce qu'il y aurait pas un truc qu'il aurait mal fait? Donc, il va commencer à s'auto-bourrotiser, s'auto-placer en posture de bourreau, mais en face de lui, il a juste du silence, il a une non-communication, il a une personne en face qui ne s'exprime pas. Et là, imagine, la personne revient, Jessica, elle revient une semaine après. On va dire, il y a 2 cas possibles. Elle revient la fleur au fusil, la bouche en cœur et tout. Et là, en faisant comme si de rien n'était, etc., on dit non, mais je suis juste occupé dans ma vie, machin, il y avait 2-3 trucs urgents qui sont tombés, etc. Donc du coup, je suis désolé, nanana, et tout, j'avais la tête ailleurs et tout. Là, Pierrot, il va dire, quand c'est la première fois, il risque de se dire, ah bon, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver, tu sais, et puis il peut se dire, je me suis fait des films pour rien, je pensais que j'avais fait de la merde et tout. Mais ça va revenir, en fait, ça me 2 fois. Et au bout d'un moment, il y aura ce schéma récurrent de, je pose des questions, ou je propose des choses, qui font que la personne, elle part dans le silence,
Puis elle revient toujours avec soit la bouche en cœur, soit en faisant la victime, c'est-à-dire ouais, mais en ce moment dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes et tout. Donc le Pierrot là dans ce deuxième cas va dire oh là là, et en plus j'ai osé penser que l'autre me faisait un sale coup ou un truc comme ça, alors qu'en fait elle était juste occupée parce que voilà, il y a eu un mort dans sa famille où il y a des problèmes de je sais pas quoi, enfin bref, où son chien était malade et tout, et en plus j'ai osé penser que l'autre personne n'était pas honnête avec moi ou me faisait un peu un sale coup, tu vois. Donc là le Pierrot en fait, il va s'auto-gaslighter tout seul. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que quand la Jessica revient, la bouche en cœur, ou alors en genre la victime, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un dans sa famille qui est mort, etc., etc., elle ne te parle pas, en fait, des vraies raisons de pourquoi il y a eu silence. Elle te sort juste une raison un peu bateau, en fait. Mais avec la répétition, tu te rends compte que c'est chronique. Donc tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais ce problème, t'arriveras jamais à mettre le doigt dessus, puisque ça va jamais être exprimé par la personne, parce que la personne arrive toujours avec une excuse. La famille, le labrador, le poisson rouge qui était malade, bref, ou au boulot ça se passe pas bien, donc Donc la personne va jouer très souvent les introvertis vulnérables, ils jouent très souvent les victimes comme ça. En ce moment, je suis au taquet au boulot, j'ai pas le temps, je fais 7h du matin, 21h, tu comprends. Et limite, après, on peut passer dans l'exemple de Marc et de Marie, c'est-à-dire qu'avec la répétition, le profil, on va dire Jessica, peut dire oui, puis tu sais, je bosse beaucoup, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, et toi t'arrives avec tes problèmes, enfin, il y a un moment donné, écoute, là c'est plus possible, hein, t'es jamais content, tu vois, et là on peut basculer dans ce genre de profil qui à un moment donné vont clairement exprimer la chose, mais jamais répondre pourquoi ils partent dans le silence, enfin jamais en disant les vraies raisons. Toujours en les évitant, partant en silence avec des réponses bateaux en fait. Et au bout d'un moment, toi t'as déjà préparé le terrain grâce au silence à te gaslighter tout seul puisque t'as besoin de réponses. Ah, bah tiens, c'est bizarre, ça se passe si bien d'un coup, pouf, ça part en sucette. Donc tu vas te remettre en question parce que c'est la seule option qui te reste. Pourquoi ? Mais parce que t'as des attentes envers l'autre personne. Donc comme tu veux pas perdre ce que tu pourrais avoir de cette relation et que l'autre est absent, et aux abonnés absents par rapport à ce qui se passe, ben la seule option qui va te rester, c'est croire que c'est toi qui as mal fait. Donc, essayer de changer ce que tu es ou qui tu es pour essayer de t'adapter à l'autre. C'est pas magique, ça ? Et là, ce qu'il faut regarder, c'est la chose suivante. Quand Pierrot s'est auto-gaslighté, puisqu'il faisait face à des silences injustifiés et subis, et donc en non-communication, il va croire que c'est lui qui a mal fait quelque chose. Donc, du coup, il est victime d'une situation négative, de laquelle il se croit le responsable, donc le coupable, il va se blâmer, et donc se culpabiliser, et donc aussi se remettre en question, sur des points qui ne devraient pas se remettre en question, mais c'est pas grave. Ça va se répéter ça. Avec la répétition, il va continuer, Pierrot, d'essayer de dire, Jessica, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc, avec la répétition, Jessica va passer dans la deuxième étape, lui dire clairement, écoute, j'ai plein de problèmes dans ma vie, toi t'arrives, t'es jamais content, t'as toujours des questionnements, tes trucs, je t'ai déjà dit, en ce moment je travaille beaucoup, j'ai eu un mort dans ma famille, tu veux jamais comprendre, etc. Et là, c'est échec et mat. Parce que là, Pierrot, il va avoir sa confirmation que c'est bien lui le problème, parce que là, maintenant, c'est exprimé clairement. Alors qu'en fait, depuis le départ, c'est juste que tes simples questions normales dérangent la personne, qu'elle a choisi de trahir, mentir, manipuler, gaslighter, se cacher, etc., etc., te laisse dans ta merde à te croire que t'es le problème alors que c'est elle le problème, et à la fin, elle vient asséner le dernier coup de marteau, qui fait que du coup, là, le Pierrot, il est KO, et ça y est, c'est parti, c'est donc le bourreau et Jessica, la victime, qui peut ensuite passer en sauveur, puisque du coup, même si tu t'es fait cracher à la gueule, Jessica, t'as quand même monté un petit problème, t'es un peu contrôlant, tu comprends, tu vois, ou etc., etc., etc. Ça, c'est extrêmement puissant. À ce moment-là, Pierrot, ça s'est intégré en lui, il est le problème et c'est à cause de lui si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer ou comme elles se sont passées avant. Et là maintenant, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos, c'est ça le point clé de toute cette vidéo et de tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ceci ne peut arriver à Pierrot que et uniquement parce que Pierrot a des attentes entre guillemets amoureuses par rapport à Jessica ou Marie dans l'exemple d'avant par rapport à Marc. Ça ne peut pas fonctionner si t'as pas des attentes, alors ici amoureuse puisqu'on parle de relation, ou des attentes assez fortes par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Parce que si t'as pas des attentes assez fortes envers quelqu'un, quand la personne essaie de te gaslighter, tu ne vois que l'incohérence de ce qui est dit. Et tu balayes ça d'un revers de la main.
Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de traders qui disent mais je comprends pas, je me reconnais plus dans cette relation, j'ai pas été comme ça avant, etc. Bah oui, parce que dans les relations style flamme jumelle ou les autres, en fait on fait face à des profils qui utilisent le mensonge, la trahison, la manipulation, donc le gaslighting et ainsi de suite, le traitement par le silence, les renversements de rôle, bref, tout le patin couffin, de manière extrêmement subtile puisqu'on est face en général à un profil introverti ou dit vulnérable, donc il va vraiment réveiller le côté empathique chez le chaser. Et ça va changer des choses de toi qui ne devraient pas être changées. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, bah là, par exemple, dans l'histoire du ghosting et tout, si tu vis ce style de ghosting, comme je l'ai raconté avant, plein de fois, tu vas commencer à arrêter de poser tes questions. Tu vas arrêter de parler de certaines thématiques parce que tu sais que c'est des terrains minés. Donc, tu vas arrêter de t'exprimer toi. Tu vas arrêter d'être soi. Donc, tu vas renier dans une certaine mesure, des sujets de conversation. Et puis, des attentes que tu as. Parce que tu comprends que la porte A elle est fermée, puis la B aussi, puis la C aussi, puis en fait la D aussi, la F aussi, la E peut-être, il y a peut-être moyen aujourd'hui, en fonction du sens du vent et de l'alignement du trou noir de l'univers. La G, ouais, bon, ok, la F non plus. Donc du coup, tu vas commencer à renier et à t'adapter à l'autre et commencer à t'oublier toi-même. Qu'on le veuille ou pas, ce genre de technique-là, qu'elle soit faite consciemment ou inconsciemment, on s'en fout. C'est vers ce genre de résultat que ça tend. Et donc du coup, c'est pour ça que je disais dans je sais plus quel article du blog, il y a effectivement quand tu rencontres ce genre de relation, t'arrives avec ton bagage à toi du passé, donc des choses à travailler, etc. Bref, on a tous nos failles, nos trucs et tout ça à bosser, mais il y a aussi les problèmes que ça crée. Et dans ce genre de relation, ce qu'on voit assez souvent, c'est une grosse trame générale. Alors je rentre pas dans tous les détails, toutes les nuances de tous les binômes qu'on peut rencontrer dans ce dit parcours flamme jumelle. Quand je parle, je fais toujours très blanc, très noir pour parler des grandes tendances, bien évidemment. On se rend compte qu'en fait le chaser en général c'est un roc qui s'est fait effriter en fait. Il s'est fait effriter pourquoi ? Parce que d'un côté on a des attentes envers l'autre, cette fameuse complétude grâce à la présence de l'autre, mais qu'on se rend compte que pour l'avoir, en fait en étant nous, on l'a pas. Enfin, on l'a eu, mais on l'a plus. Et donc, on va commencer à essayer de changer pour essayer de récupérer ce qu'on avait, parce qu'en fait, la personne en face, elle a très bien compris que tu étais bien amarré au port, et que donc, du coup, maintenant, jeu de pouvoir qui s'installe, y a moyen que tu t'adaptes à la personne. Et donc, du coup, il y a des choses, effectivement, à travailler, et il y a des choses qui vont être créées, des traumatismes, des problèmes qui vont être créés dans la psyché de la personne, qu'il va falloir aussi traiter après. Tu vois, le gaslighting est connu pour créer une perte de confiance en soi, donc le doute de soi, de la confusion mentale, de la détresse émotionnelle. Ça crée énormément de stress, d'anxiété. Ça peut aussi aller jusqu'à l'isolement social, donc la dépression aussi, des troubles de l'estime de soi, ça j'ai déjà dit. Va y avoir aussi des effets physiques, style maux de tête, troubles du sommeil, troubles gastro-intestinaux, perte de mémoire, etc. Le gaslighting, surtout quand c'est extrêmement subtil, c'est extrêmement dévastateur. C'est que tu t'es mangé une bastos dans la gueule, tu sais même pas d'où est arrivée la balle. Alors pour terminer cette vidéo, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une personne qui gaslight, peu importe les intentions, tu vois, on n'est plus dans le débat de est-ce que c'est délibéré ou non délibéré, conscient ou inconscient, on s'en fiche, ce qui compte, c'est les résultats qui comptent. Une personne qui utilise le gaslighting sur une base régulière ou de manière chronique, c'est une personne qui fait tout pour avoir ce qu'elle veut, en se dégageant de toute responsabilité. Les critères, grosso modo, des gaslighters / gaslighteuses, c'est que ce sont des manipulateurs habiles. On retrouve systématiquement ça chez les gens qui ont du narcissisme / ou des traits narcissiques. Ils ont forcément un manque d'empathie parce que pour faire ça à une personne, parce que déjà quand c'est chronique, c'est que c'est délibéré, mais bon, on va pas rentrer dans le débat, c'est que forcément il y a un manque d'empathie parce que ça veut dire que je veux faire quelque chose sur quelqu'un pour obtenir de cette personne-là quelque chose et que j'en ai rien à battre de ce que ça va faire chez l'autre personne. Donc c'est aussi des menteurs compulsifs, forcément, parce que le gaslighting, c'est du mensonge. Il y a une projection de responsabilité et il va souvent aussi y avoir l'envie d'isoler la victime. C'est pour ça aussi mais c'est pas que, dans le parcours flamme jumelle notamment, on sent que la vie du runner est complètement compartimentée. C'est pas pour rien. Enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons. Donc, bien évidemment, il va y avoir, s'il y a un dégagement de toute responsabilité, on sera face à un mur qui ne veut jamais admettre ses torts. Et c'est pour ça que le gaslighting, ça fonctionne bien, parce que t'es tellement face à quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit, que c'est toi le problème et que c'est pas lui, qu'à la fin, tu vas finir par croire que la personne a raison.
Donc il va y avoir aussi tout un tas de techniques de dénigrement et de dévalorisation, des plus subtiles au plus direct et au plus frontal. Donc c'est vraiment, tout ce que je dis là, c'est vraiment dans le spectre en fait. Il y a vraiment, c'est comme la jalousie, tu peux être un tout petit peu jaloux ou extrêmement jaloux, c'est pas du tout le même résultat en couple. Donc tout ça, c'est à prendre en compte parce que, je te le dis, moi, ce que je vois depuis 4 ans dans le récit d'IFM Jumelles, donc les gens qui se retrouvent là-dedans, on est face à des gens qui gaslight à tort et à travers, tout le temps, et très souvent de manière extrêmement subtile. Ce qui veut dire que le chaser va être très souvent dans le cas de la personne qui va s'auto-créer un raisonnement où il va s'auto-gaslighter tout seul.